Merci. Donc, évaluer la formation des professionnels de santé, ça pose évidemment un certain nombre de questions. Est-ce simplement pour céder aux sirènes de l'évaluation généralisée qui nous a été mise au goût du jour par le New Public Management? Est-ce que c'est pour alimenter les grands modèles de données de l'intelligence artificielle dont on va parler et reparler tout au long des 2 jours? Est-ce que c'est une question strictement économique? On évalue pour pouvoir faire des économies. Est-ce au contraire un mal nécessaire pour garantir un égal accès à tous et à toutes au même niveau de qualité partout en France? Est-ce que ce serait donc un impératif démocratique? Un certain nombre de questions se posent. J'ai été tenté, tout à l'heure on a posé la question de savoir si la question était bien posée. Moi j'ai été tenté de la changer un tout petit peu et de rajouter un point d'interrogation à évaluer la formation des professionnels de santé. Point d'interrogation, faut-il le faire? Et puis de quelles questions s'agit-il? Au prisme de quels objectifs? Est-ce que c'est celle de la satisfaction des besoins des patients, comme il a été beaucoup question? Mais dans ce cas-là, à quelle échelle? Est-ce que c'est une échelle nationale? Est-ce que c'est une échelle territoriale? Est-ce qu'il y a encore d'autres échelles qu'il faut trouver? Est-ce que c'est au prisme des attentes des populations, mais des attentes qui peuvent évidemment varier d'une population à l'autre, de proximité, on l'a parlé, et je n'y reviens pas. Est-ce que c'est au prisme des attentes des étudiants et des étudiantes? Il faut évaluer la formation pour qu'il y ait des étudiants qui veuillent bien venir dans les formations en question. Parce que sinon, évidemment, c'est plus difficile. Est-ce que c'est au prisme des respects des contraintes organisationnelles? On doit en avoir autant et les mettre dans des salles de telle taille, etc. Donc que ce soit pour les universités, mais aussi pour les écoles d'infirmières ou d'infirmiers. Est-ce que c'est, et là c'est plus polémique, en fonction des objectifs des industriels qui non seulement sont en interaction, mais aussi emploient un certain nombre de ces professionnels? Et enfin, bien évidemment, rassurez-vous, j'en ai terminé, est-ce qu'on dit, quand on dit formation des professionnels de santé, de quelle formation parle-t-on? Est-ce que c'est de la formation continue? Est-ce que c'est de la formation initiale? Et de quels professionnels parle-t-on? Est-ce qu'on parle seulement des médecins ou est-ce qu'on parle de tous les professionnels qui contribuent d'une manière ou d'une autre aux soins? Alors, pour traiter un sujet aussi dense, nous allons essayer de le découper en 3 temps, 3 fois 12 minutes. Tout d'abord, l'évaluation du contenu des différentes formations, puis l'évaluation des impacts sur les pratiques et les modalités, en particulier les technologies, jusqu'où elles peuvent avoir, et les moyens qui sont mis en place peuvent avoir un impact sur les pratiques. Et puis, dernier point, qui est sans doute le plus important, les conséquences véritablement systémiques de la formation des professionnels de santé. Alors, tout d'abord, en tant que doyenne, Isabelle Lafont, est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau des évaluations que vous avez mises en place en tant que doyenne? Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, j'ai la chance d'être la doyenne d'une faculté de médecine qui comprend à la fois une formation des étudiants en médecine, mais également des étudiants paramédicaux, puisqu'on a actuellement 4 formations paramédicales qui sont au sein de la faculté de médecine et qu'on est en lien avec les instituts de formation paramédicale en région, dans le cadre de ce qu'on appelle une universitarisation fonctionnelle, donc des liens forts avec la faculté de médecine et donc l'université. Sur le plan de l'évaluation directe de nos étudiants, on a beaucoup changé dans les facultés de médecine. C'était nécessaire. On est passé de ce qu'on appelait l'évaluation des connaissances. Nos étudiants en médecine ont coché des croix pour des QCM pendant de très nombreuses années, jusqu'à très récemment. Et on vit actuellement une révolution qui s'appelle la réforme du 2e cycle, qui, à mon avis, est une belle réforme, qui va nous amener à l'évaluation par compétences. Les compétences, c'est quoi? Les compétences, c'est les aptitudes, c'est-à-dire c'est le savoir-faire, et c'est les attitudes, c'est le savoir-être. Alors à côté de ça, bien évidemment, vous l'avez dit, moi je reste persuadée que l'évaluation, c'est ce que vous avez dit, c'est l'évaluation de la qualité ou de l'efficience ou de la pertinence du système de santé, et puis c'est les effets systémiques qui sont majeurs, et là je pense que j'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus un petit peu plus tard dans le débat. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple, parce qu'il y a beaucoup de façons en fait, d'éclairer ce sujet. Sur l'évaluation des compétences, actuellement, on vit sous l'aune des examens, des évaluations cliniques
objectif structuré de la réforme du deuxième cycle, où on va évaluer dans des stations de simulation nos étudiants en médecine sur leurs compétences en termes de savoir-être et de savoir-faire. Au-delà de ça, on a la chance, et je prendrai l'exemple de ce qu'on a monté dans ma faculté de médecine, d'avoir certaines stratégies un peu particulières. Et nous, on a monté à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes une unité d'enseignement qui va suivre les étudiants en médecine de la 2e à la fin de la 6e année de médecine, qui s'appelle Savoir-être et communication. Cette unité d'évaluation, elle est très importante et elle est précieuse. Elle est composée de tout un tas de formations un peu atypiques. On leur propose des groupes d'échange de pratiques, on leur propose de travailler sur ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, sur l'apprentissage des biais cognitifs personnels, on leur fait faire de la méditation de pleine conscience, on les fait travailler sur des ateliers de comment je questionne un patient, ateliers de mise en situation, ateliers sur la stigmatisation en santé. On a depuis très très longtemps des ateliers de formation qu'on monte avec une école de théâtre, avec l'ENSA, l'École nationale supérieure, avec des jeux de rôle, où c'est des acteurs qui jouent les patients. Et puis enfin, on les forme également à la communication avec un patient, avec une famille, avec un collègue, avec un chef de service, avec un directeur, une directrice d'hôpital, avec une ARS, sur une table ronde du CHAM par exemple. Et tout ça, c'est évalué comment ? On va l'évaluer non seulement à travers l'efficience de ce qu'on leur enseigne, mais également à travers ce qui était la cible principale du montage de cette unité d'évaluation, c'est le niveau d'empathie des étudiants en médecine, dont on sait dans la littérature qui diminue au fil des études pour des tas de raisons. Et on va l'évaluer également à l'aune du bien-être étudiant, dont on sait également à quel point il a été écorné pour des tas de générations de futurs médecins. Et ce prisme de l'évaluation qui est centré sur l'étudiant lui-même et sur la façon dont on le construit, dont on répond à un certain nombre de critères qui sont fondamentaux. On ne fait pas un bon médecin s'il n'a pas d'empathie. C'est un autre regard sur l'évaluation. Très, très intéressant de voir qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que les industriels ont quelque chose à nous apprendre sur ce qui pourrait être fait de plus ou complété d'une manière ou d'une autre ? Alors moi, je vais plutôt me concentrer sur la suite, parce que si longue soit la formation initiale que vous venez de décrire et qui s'est enrichie, comme vous l'avez montré, on voit bien que la multiplicité des situations que les médecins et tous les professionnels de santé rencontrent demandent une formation tout au long de leur vie professionnelle. Et puis, on voit bien aussi qu'avec les révolutions thérapeutiques, et puis bien sûr, on va en parler tout à l'heure, j'ai vu sur les autres tables rondes, avec l'arrivée de l'IA de manière massive, évidemment, il faut que les professionnels de santé adaptent, se forment à tous ces outils, acquièrent de nouvelles connaissances scientifiques et aussi des comportements différents, comme ceux que vous venez de décrire, mais qui en fait se pratiquent tout au long de la vie professionnelle. On ne sort pas d'une formation de communication en étant un bon communicant pour la vie, donc il faut absolument se former tout au long de ces expériences. Et souvent, d'ailleurs, je pense qu'il y a la communication, mais aussi le management, qui est aussi un élément fondamental. Et ce matin, on a bien vu aussi que l'organisation des soins, c'était un critère de succès énorme pour la qualité des soins. Donc l'organisation, ça demande aussi du temps, de la coordination, et tout ça, ça demande que les professionnels de santé travaillent ensemble, et la collaboration, donc tous ces savoir-être dont vous parliez. Et sans doute peut-être, j'interviens sur le fait que la formation, si elle elle se centrait beaucoup sur les connaissances, comme vous l'avez dit, et donc elle mettait cet accent sur les connaissances et de facto les aspects hors des connaissances, les fameuses compétences, les attitudes, étaient exclus finalement du champ de la formation, mais donc aussi délaissé, peut-être des fois considéré comme secondaire. Ouais, secondaire. Or, on voit bien aujourd'hui que pour que ça fonctionne et pour délivrer un soin de qualité, il faut avoir des équipes bien organisées, bien managées. Et donc, tout ça, le management, ce n'est pas non plus une science, loin de là, au contraire. Et c'est plus par l'observation des pairs, l'échange, on le voit bien en étant un manager soi-même dans une entreprise en tant qu'industriel. Donc, tout ça, je pense... Et alors, quand j'entendais ce matin que les médecins ont de moins en moins de temps à accorder, à consacrer à leur formation, c'est un peu
c'est très préoccupant parce que ça va demander donc énormément de hiérarchisation de leur temps et des priorités. Et des priorités de la sachant formation. que les connaissances scientifiques augmentent, donc ils doivent suivre cette tendance et que les réformes, enfin les changements organisationnels aussi augmentent, donc la complexité managériale, la communication deviennent de plus en plus importantes. Donc il faut faire un arbitrage entre toutes ces demandes. Olivia, en tant qu'ex-interne et jeune médecin, plus si jeune, c'est ça? Toujours jeune médecin, docteur junior même. Voilà, docteur junior, c'est ce qu'on s'est dit. Non, sur la question du contenu de la formation, il y a deux sujets. Il y a le contenu de la formation initiale et il y a le contenu de la formation continue. Le contenu de la formation initiale, quand on l'évalue, il y a effectivement des manques sur la coopération interprofessionnelle, sur la communication, les différentes compétences de savoir-être. Ce que vous faites à Montpellier, malheureusement, c'est toujours pas quelque chose qui est dispensé de manière, disons, systématique parmi les études de médecine. Alors, je vais surtout parler de ce que je connais. Et en revanche, je pense que si on peut se réjouir que la RDC puisse être une belle réforme, en tout cas l'idée derrière puisse être jolie, je pense qu'une réforme où la formation initiale est délaissée, c'est la R3C, où on voit encore presque 80% des internes qui n'ont pas accès à leur formation ni théorique ni à leur formation personnelle, qui ont accès à des plateformes où les cours n'ont pas été renouvelés depuis qu'elles ont été créées en 2015-2017 et que donc en fait les informations dessus, les connaissances dessus sont devenues caduques et où près d'un interne sur deux aujourd'hui en France est obligé d'avoir recours à la formation continue en sus de son salaire pour pouvoir se former parce qu'il estime que l'université ne met pas en place la formation initiale qu'il lui doit. En fait, aujourd'hui, les internes en France sont en formation continue, alors que les autres médecins n'en ont pas. Peut-être je laisserai la conclusion de cette partie au professeur Rémi Salomon, mais peut-être un dernier point d'Isabelle Lafont sur le contenu par rapport à la remarque d'Olivia, sur le contenu et comment on gère finalement cette articulation et cette priorisation ou hiérarchisation des contenus tels que vous l'avez. Quel type de changement vous avez déjà apporté? Comment est-ce qu'on les articule dans le temps aussi, puisque vous avez essayé de mettre en place des choses qui sont sur la durée, ce qui est sans doute très, très utile. Mais comment est-ce que finalement vous avez fait ça? Alors, la question d'Olivia, en fait, c'est la formation des internes et c'est la formation continue, si j'ai bien compris. Oui. Et ce que vous évoquez, madame, c'est la question managériale et de toutes ces formations qui finalement existent assez peu dans les formations médicales. Pour les internes, je prends l'exemple de ma spécialité, je prends l'exemple de ce que je connais en médecine physique et de réadaptation, où ça fait maintenant 3 ans qu'on organise des séminaires pour les docteurs juniors sur des sujets qui sont des sujets de formation managériale, de formation à l'intelligence émotionnelle, qui sont des disciplines qui ne sont pas traitées dans les facultés de médecine. Et je pense qu'effectivement, ce sujet-là, il doit être adressé plutôt à l'échelle d'une spécialité et qui doit également être un sujet dont les facultés doivent s'emparer. Et puis pour répondre à votre remarque, madame, sur la formation continue, effectivement, la pièce manquante dans les facultés de médecine, c'est d'offrir en formation continue, et ça c'est un projet que moi j'ai depuis longtemps, qui va, j'espère, pouvoir naître à la rentrée 2024, c'est de mettre en place un diplôme universitaire ou une certification sur le management en santé, accompagné de briques de formation sur la communication, et qui serait destiné non pas aux étudiants en médecine jeunes, mais également aux plus anciens, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les jeunes de la pépinière, les futurs hospitalo-universitaires qu'on sélectionne dans les facultés avec nos CHU et qui vont devenir les managers de demain. Et puis pour ceux qui sont en place depuis longtemps, qui ont bien besoin parfois d'avoir ce type de formation. Donc la formation managériale, c'est indispensable en médecine. Je pense qu'il faut que ça devienne une règle. Alors Rémi Salomon, qui est normalement, si tout se passe bien, à distance, vous m'avez dit que l'évaluation était vraiment, sur la formation était vraiment au cœur et sans doute la première problématique. Alors, de quelle manière est-ce que c'est aussi important, voire plus important encore que les aspects démographiques qui sont sur le devant de la scène? Les deux sont liés. Je pense que quand on parle de la démographie, des problèmes de démographie médicale, qui sont effectivement aujourd'hui au premier plan, quand on voit les problèmes d'accès aux soins, je pense qu'on parle toujours du nombre de médecins, du numerus clausus, qu'il faut augmenter le nombre de médecins. Mais on se pose assez peu souvent la question de la manière suivante. Quels sont les médecins dont on a besoin aujourd'hui et quels sont les médecins dont on aura besoin demain?
Et si on se la pose de cette manière-là, on voit qu'effectivement, on manque de gériatres, par exemple. Que fait-on aujourd'hui? Quelles sont les politiques incitatives pour former plus de gériatres? Et il y a également à côté des besoins de la population, et qui ne sont pas forcément les mêmes, vous parliez du territoire tout à l'heure, d'un territoire à l'autre, quel est également l'exercice professionnel. Donc on voit que les besoins de la population évoluent dans le temps, évoluent assez rapidement, et la manière d'exercer la médecine évolue également. Et je pense qu'il faut avoir ces deux problématiques en parallèle, essayer de répondre aux besoins de la population d'aujourd'hui et de demain, quelles sont les compétences dont on aura besoin, comment fait-on pour orienter les formations vers ces compétences-là, et quelle est aujourd'hui la manière, de quelle manière les jeunes médecins qui vont s'installer souhaitent-ils exercer la médecine, que ce soit à l'hôpital ou en ville, ou peut-être dans les deux, voir comment on peut coordonner mieux, et on en parlera, je pense, tout à l'heure, la médecine hospitalière et la médecine de ville. Je vois que le sujet avait été abordé. Et puis, pour être juste pour terminer, dans le contenu théorique, donc Isabelle Lafont l'a abordé, je pense qu'on a, moi j'ai le souvenir de mes études de médecine qui remontent maintenant à assez longtemps, mais je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup évolué. On doit faire plus, on doit avoir une approche plus holistique de la personne, du patient. Et donc introduire, à mon avis, plus de sciences humaines dans les études de médecine. Et on doit également aborder, on en parle souvent, le ministère a même mis au frontispice la prévention, les questions de la santé publique. Je considère, je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment enseignées pendant les études de médecine. Robert Debré, le père du CHU, avait dit à la fin de sa vie, il faudra faire la dernière étape de la réforme, c'est celle de la santé publique. Il faudra ouvrir l'hôpital sur la ville, donner à voir aux étudiants où les patients vivent, où les patients travaillent, car on sait que les déterminants des maladies sont en grande partie liés à ces facteurs-là. Donc ça, je pense que ce champ-là également de la formation, on peut le constater, Robert Debré disait ça au début des années 70, il y a une cinquantaine d'années, 50 ans après, je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé dans ce champ. Voilà, donc c'était vraiment des considérations très générales, mais je pense que quand on parle d'évaluer la formation, il faut avoir ça en tête. De quelles compétences va-t-on avoir de plus en plus besoin, et comment l'exercice professionnel, celui que j'ai eu moi en tant que médecin hospitalier, où je pense que les médecins en ville aussi ont un exercice professionnel qui est en train de bouger. Plus de travail en équipe quand on est en ville, et quand on est à l'hôpital, je sens beaucoup les jeunes me dire « j'ai pas envie de m'engager dans une carrière hospitalière, d'avoir un parcours très linéaire ». Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est remis en cause. Donc il faut qu'on soit capable de repenser l'exercice professionnel, et ça doit se faire au moment de la formation. Très, très clair. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais effectivement, la santé publique est toujours bonne dernière dans les choix des étudiants de 2023. Donc, Robert Debré n'a pas été totalement entendu. Le deuxième chapitre, donc, c'est l'évaluation, mais au prisme non plus des contenus, mais des modalités et de comment les moyens qui sont utilisés, et en particulier les moyens technologiques plus modernes, nous permettent finalement de faire évoluer, comme le disait Rémi Salomon, les pratiques, d'abord la formation, mais ensuite avec un espoir que ça fasse aussi évoluer les pratiques et les rapports peut-être aussi avec les patients. Alors, je sais que quand il s'agit d'innovation, en général, les industriels ont quelque chose à dire. Donc, Corinne, dites-nous ce que les industriels peuvent nous dire sur les moyens d'aborder l'IA ou d'autres nouvelles technologies. Alors, d'abord, je voudrais préciser que les industriels n'ont pas vocation à évaluer ni à s'immiscer dans la formation initiale des professionnels de santé. Ça, je pense que c'est très clair pour l'ensemble d'entre nous. Mais par contre, nous pouvons apporter des compléments sur un certain nombre de sujets, de compétences. Et donc, je vais reprendre un exemple que je vis dans mon laboratoire, par exemple celui qui m'est cher du management, parce que pour nous accompagner
accompagnons depuis plusieurs années un groupe de pharmaciens dans des CHU qui sont chefs de pôle et qui en fait ont besoin d'une part de se rencontrer pour discuter du management, des problèmes qu'ils rencontrent et aussi bénéficier un peu de notre expérience parce que bon, en tant qu'industriel, on a quand même pas mal réfléchi aux questions de la prise de décision, le développement des équipes, la gestion de la performance, comment créer un comité de direction qui fonctionne. Et moi, récemment, je les ai rencontrés, ils avaient des tas de questions et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de problématiques communes en fait. En dirigeant des grandes équipes, on se retrouve à échanger des exemples tout à fait parallèles. Donc je pense que là, on a vraiment des choses qu'on peut partager et où on peut en effet leur faire bénéficier de nous de notre avancement dans ce domaine. Ensuite, vous mentionnez l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, évidemment, plus personne ne peut, dans aucun secteur qui soit, et notamment dans celui de la santé, nier l'importance et la transformation que ça va entraîner. Alors, on a fait des enquêtes où on voit qu'il y a vraiment des professionnels de santé, des médecins par exemple, les radiologues et les anapathes qui, eux, sont extrêmement favorables, qui sont positifs et qui ont déjà intégré l'IA dans leur pratique à travers du matériel, des logiciels, des algorithmes. Donc c'est vraiment... mais il y a un énorme écart entre ces deux spécialités et les autres spécialités plus cliniques en direct avec le patient. Et donc on voit bien qu'il y a une question de comment utiliser l'IA de manière bénéfique pour libérer du temps médical au bénéfice de la relation humaine. Et là, peut-être aussi, parce que l'IA, déjà pour nous, en tant qu'industriels, nous sommes en train de réfléchir à comment l'utiliser de manière positive et large. Et large. Donc nous apprenons, et il ne s'agit pas, en général, ce n'est pas nommer un expert IA dans la société qui va diffuser ça à tout le monde, c'est vraiment réfléchir à où est-ce que l'IA peut être utile avec les opérationnels et ensuite mettre en place des projets. Et donc cette expérience-là qui démarre et sur laquelle on va avoir aussi nous-mêmes des leçons à tirer, je pense qu'aussi on aura intérêt à la partager avec les professionnels. Est-ce que vous avez vu, parce que moi ce qui m'avait très intéressé dans l'usage des nouvelles technologies, c'est quand on n'opposait pas les nouvelles technologies, l'humain d'un côté, la techno de l'autre, etc., mais quand on triangulait. Je me souviens d'un grand industriel des maisons de retraite qui faisait des expérimentations avec des petits robots, mais le petit robot, par exemple, pour faire des exercices aux personnes, aux résidents et aux résidentes, en fait, la personne, au lieu de suivre un coach en string moulant, en fait, suivait un petit robot. Chacun s'adaptant à la population cible. Et donc, et le petit robot, en fait, pouvait ajuster ses mouvements à la capacité des résidents à faire plus ou moins les mouvements. Et c'est triangulaire. Mais il y avait quand même un humain, il y avait quand même quelque chose. Donc, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est est-ce qu'on est capable, non pas d'essayer toujours d'opposer, d'être cette dichotomie un peu dualiste, mais beaucoup plus de se dire comment j'utilise la technologie pour ajouter quelque chose, pour rendre plus de temps justement avec le patient dans la relation, etc. Est-ce que vous avez des exemples, quand je dis vous, c'est vous tous, des exemples correspondant à ce type d'utilisation ? Moi, j'ai plutôt des exemples où on voit bien qu'on a voulu se focaliser sur la technologie et c'est devenu un peu la fin et pas vraiment le moyen sur lequel s'appuyer. Dans l'industrie, il y a quelques années, on s'est emballé pour les applications, on en a fait beaucoup et ça ne résolvait pas le problème du sous-diagnostic, du sous-traitement, de la sous-prise en charge. Donc, en fait, évidemment, il faut que ça soit une combinaison et que cette combinaison, elle soit bien orchestrée par le professionnel de santé. Alors, ça peut être après un médecin, un pharmacien, une infirmière. Et donc là, on fait des tests. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'exemple à vous donner parce qu'on est plutôt sur une phase expérimentale. Et Olivia, des exemples ou d'autres utilisations de la technologie, peut-être pour la formation elle-même ? Dans la formation elle-même, sur l'émergence des nouvelles technologies en santé, finalement, on nous en parle plutôt tardivement dans notre formation. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde très tôt. D'ailleurs, il y a énormément dans les corps de santé
parce que vous disiez, de professionnels selon les spécialités qui ne sont eux-mêmes pas formés non plus. Et de fait, sur la formation initiale, on en manque probablement. Pourtant, c'est quand même des choses qu'on utilise et qu'on devrait développer même pour améliorer l'accès à la formation. Exactement. Et l'accès aux soins, tout simplement aussi. On le sait, les étudiants ont tendance à s'installer, à retourner dans leur bassin de vie d'origine. Sauf qu'aujourd'hui, on les déracine systématiquement pour pouvoir réaliser des études de santé qui sont en général quand même dans les grandes métropoles. Et c'est compliqué après de retourner dans d'autres bassins de vie. C'est toujours la même question, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, ça fait un moment qu'on en parle maintenant. Avec les nouvelles technologies, on pourrait se dire qu'on pourrait davantage délocaliser la formation en médecine, mais pas que, et se servir de ça. Et aujourd'hui, on le fait quand même assez peu parce qu'on garde les étudiants qui sont donc encore en formation initiale assez essentiellement au sein des CHU et on ne leur montre pas la ville et on ne leur montre pas non plus les autres hôpitaux. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi pour eux de se projeter dans une carrière quelle qu'elle soit. Parce qu'on disait tout à l'heure, plus personne ne se projette dans une carrière hospitalière linéaire. En fait, je vais vous le dire, les jeunes, ils ne se projettent plus du tout. Non, ni dans cette carrière-là, ni dans une autre. Je suis désolée. Et Isabelle, peut-être juste avant de redonner la parole à Rémi Salomon, peut-être un mot sur cette technologie. Est-ce que vous craignez que cette technologie laisse les gens finalement délocalisés et qu'on n'arrive plus à les faire travailler ensemble? Est-ce qu'au contraire, ça permet d'autres choses? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais répondre à une seule. La question, c'est l'IA et la formation en santé. On a eu avant-hier un séminaire à l'Université de Montpellier, à laquelle j'appartiens, avec la présentation d'un projet de recherche d'un des chefs de clinique assistants qui travaille au CHU de Montpellier, qui a présenté l'utilisation d'une IA conversationnelle dans la formation des étudiants en médecine, avec un système où, à partir d'un scénario qu'on donne à l'IA, elle est capable... à travers, alors pour l'instant c'est un truc qui est tapé à la machine, mais ça ne va pas tarder parce que ChatGPT l'a dit. Mais c'est avec ChatGPT qu'il l'a fait, de donner l'échange à un étudiant en médecine sur la simulation d'une consultation et d'une interaction médecin-patient. Et moi j'ai peur de rien parce que je pense que c'est bien, parce que ça naît en fait, c'est comme l'histoire du pilote là, de ce matin, ça naît en fait d'un scénario qui est fabriqué par des enseignants-chercheurs, par des personnes qui enseignent la médecine et qui est transformé en l'utilisation d'un outil pour répondre à des exigences de formation. Rémi Salomon, 1 minute sur ce thème pour qu'on puisse passer aux aspects systémiques. Au risque d'être peut-être un peu iconoclaste, on est fasciné par les nouvelles techniques, c'est normal, je le suis aussi. Je suis convaincu que le numérique transforme notre manière de faire de la médecine. Je suis le premier à dire qu'on n'investit pas assez dans le numérique, et notamment pour structurer toute la prise en charge du patient entre la ville et l'hôpital. Pour autant, l'intelligence artificielle, oui, pour les disciplines où l'image est importante, très clairement, ça apporte un bénéfice immédiat et on voit que ça transforme vraiment la pratique. Pour le reste, je reste quand même à penser que l'exercice de la médecine est essentiellement nécessite des gens, des humains, d'avoir du temps. Il faut valoriser ce temps. Nous manquons souvent de temps pour prendre en charge correctement les gens. Et ça, je pense qu'aucune machine ne remplacera ça. Donc c'est utile, le numérique, très utile. C'est notamment utile pour faire de la santé publique, de bien étudier les datas, on en a parlé tout à l'heure. Mais la relation entre un médecin et un patient, c'est du temps, et ça, aucune machine ne le remplace. Et on manque de ça. On manque de plus en plus de temps humain, que ce soit pour les médecins. Mais c'était un peu la question. Est-ce que ces technologies vont pouvoir permettre, c'est souvent ce qu'elles revendiquent, de libérer du temps, le fameux temps médical ou le temps infirmier, enfin peu importe, pour pouvoir avoir plus de relations et mettre la relation. Il faut avoir un dossier informatisé qui marche bien. Il ne faut pas perdre de temps avec ça. Voilà, si ça marche bien, ça nous fera gagner du temps. Et je sais que le premier irritant quand on interroge les médecins hospitaliers, c'est le système numérique qui ne marche pas assez bien. Donc il faut investir pour ça, 100 fois oui. Mais l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes autour. Ça va changer beaucoup de choses dans notre société. Pour l'exercice de la médecine, à part les spécialités où l'image est au premier plan, je pense que ça reste relativement secondaire. On fera un peu de téléconsultation, on va bien entendu améliorer la connexion entre les différents acteurs de santé, c'est très important, mais ce n'est pas l'intelligence artificielle. Très, très clair. Alors, on passe un peu tardivement, mais on passe quand même au troisième volet qui correspond finalement à tous les impacts systémiques de la formation. Alors,
Isabelle, à tout seigneur, tout honneur, puisque c'est vous qui avez mis sur le tapis, si je puis dire, ou sur la table ce sujet. Donc, dites-nous les principaux impacts que vous avez vous-même vus et constatés. Alors, merci. Moi, je pense que la formation, c'est un levier majeur de transformation de notre système de santé. Et je pense que c'est un levier majeur de transformation du système de santé à travers 2 leviers. Le premier, c'est le levier de la territorialisation de l'offre de formation. Alors, je pense qu'une faculté de médecine ou de santé, elle doit prodiguer à ses étudiants à la fois une formation professionnelle de qualité et une formation scientifique. Donc, c'est pour cette raison que je pense qu'il faut garder des grosses facultés de médecine ou de santé dans des grosses universités, parce que l'adossement universitaire, c'est la richesse de nos formations actuelles dans le champ de la santé. À côté de ça, je pense qu'il y a 2 adages, entre guillemets, j'aime bien l'illustrer comme ça, puis sur une table ronde, je pense que c'est pertinent. C'est que le premier adage dit que là où je me forme, un jour je m'installe. C'est vrai en médecine, c'est-à-dire qu'il faut, comme l'a très bien dit Olivia, ouvrir les terrains de stage pour nos étudiants en médecine. Moi, sur la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, on l'a fait à Perpignan, on l'a fait à Béziers, on le fera à Mende, on le fera à Alès, on le fera à Millau, on le fera dans les grosses villes où il y a des gros centres hospitaliers. Ça suppose qu'on va, tout en gardant des facultés centralisées, envoyer en territoire des enseignants. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des chefs de clinique en territoire, ça veut dire qu'il faut avoir des professeurs associés dans les centres hospitaliers, ça veut dire qu'il faut multiplier les maîtres de stage universitaires en médecine générale et un jour avoir peut-être des hospitaliers universitaires qui soient de territoire également pour aller encadrer ces cohortes de médecins. Et puis le deuxième adage, toujours sur le sujet de la territorialisation, c'est qu'avec qui je me forme, un jour je travaille. Donc ça, c'est l'expression de l'interprofessionnalité. On a des étudiants en santé qui sont élevés dans des silos actuellement. Je suis désolée de l'exprimer. Je pense qu'il faut qu'on casse ces silos. Et la meilleure façon de casser ces silos, c'est que le creuset universitaire permette justement que ces étudiants ils soient ensemble sur les mêmes bancs, au moins à certains temps de leur vie de formation, qu'ils mangent ensemble, qu'ils fassent éventuellement la fête ensemble, qu'ils se connaissent surtout et qu'ils se respectent mutuellement. Et je pense que c'est cette interprofessionnalité assumée, maturée, qui fait la magie de ce qui va se passer demain sur le plan de l'évolution du système de santé. Et le deuxième levier, donc qui est le corollaire de ce que je viens de dire, c'est le levier de l'universitarisation des formations paramédicales. Vous l'avez déjà dit 3 fois, et moi, je ne me suis pas risqué à ce fameux mot compliqué. Moi, je m'y risque. Il manque quelqu'un, il manque un représentant des formations paramédicales. Moi, je pense que l'universitarisation des formations paramédicales, c'est premièrement les faire monter en compétences, non pas qu'ils ne soient pas compétents, mais je pense que monter en compétences, c'est gagner de l'autonomie. Ouais. Petit mot un peu disruptif, je pense qu'une compétence, ça ne se décrète pas par la loi, mais ça s'acquiert par la formation. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que c'est aussi l'occasion de faire émerger des nouveaux métiers. On l'a évoqué pour les IPA, infirmiers, infirmières en pratique avancée, mais il y en a d'autres, les assistants médicaux par exemple. Le troisième sujet de l'universitarisation, c'est donner accès à ces formations qui, pour l'instant, sont pour beaucoup des formations à bac plus 3, plus 4 ou plus 5. L'accès à des cursus licence, maîtrise, doctorat. Alors, pas tous, hein. Les médecins, ils ne font pas tous des doctorats en sciences. Et le dernier levier, c'est de faire émerger un corps enseignant en sciences paramédicales. On a déjà des corps enseignants en médecine, on a des corps enseignants en maïeutique, et on doit faire émerger des corps enseignants, un corps enseignant en sciences infirmières, en sciences de la rééducation et adaptation. Et je pense que ce sujet-là, c'est un levier majeur de transformation du système de santé, parce que ce qu'on appelle les déserts médicaux, qui est un mot qui ne veut rien dire, hein, parce que ce n'est pas qu'un problème de médecins, c'est un sujet d'inéquité d'accès aux soins, c'est un problème de nombre de médecins, de là où ils se trouvent, c'est la territorialisation, et d'exercice coordonné qui va se traiter par l'interprofessionnalité. Et donc je pense vraiment, moi, mais je suis très convaincue, que l'évolution du système de santé... Ça se ressent. Que la formation, en tout cas, c'est un levier majeur de transformation du système de santé. Rémi Salomon, peut-être un mot, mais par contre un mot pour pouvoir garder un peu de temps pour la conclusion. Alors, je suis très en phase avec ce que vient de dire Isabelle Lafont, et à la conférence des présidents de CME que je préside, on est très attaché à l'ancrage du CHU dans le territoire. On ne reprend pas. Le silo, oui, il faut casser ça, et c'est historique. La médecine de ville et la médecine hospitalière, et peut-être hospitalière universitaire, sont effectivement beaucoup trop séparés. Il faut casser ça, je suis d'accord. Et sur les métiers paramédicaux, oui, il faut... Alors, je peut-être un tout petit bémol, je pense que l'universitarisation, ça doit être vu après. Il faut d'abord que les infirmiers et infirmières soient bien formés aux soins. Ça, c'est la priorité, et aujourd'hui, ils ne le sont pas. C'est la sélection dans les études d'infirmiers, c'est la formation elle-même, et bien coordonner les lieux de stage et les enseignements théoriques dans les IFSI. Ça manque. Et il faut des perspectives de carrière pour les infirmières aussi. Merci. Olivia, en tant qu'utilisatrice du système.
Non, mais l'impact qu'a la formation aussi sur notre système de santé, pourquoi c'est autant un levier, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, la formation, elle n'est pas... Il faut vraiment se poser la question de sa pertinence. Et c'est d'ailleurs le thème de Cham cette année, ça tombe bien. Mais il faut vraiment se poser la question de sa pertinence et de pourquoi on continue de faire de la formation. Je disais, il y a quand même un paradoxe qui est énorme. Nos études ne cessent de s'allonger avec des raisons de formation initiale qui ne sont pas toujours bonnes, qui sont même en fait très souvent fallacieuses. Je ne citerai pas la 4e année de médecine générale, mais vous avez compris que j'y pensais. Et qui n'ont aucun argument universitaire réel, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les internes n'ont pas accès à la formation initiale, on ne leur permet pas d'y aller. Parce qu'en fait, ce sont des professionnels de santé, et que pour tous les professionnels de santé aujourd'hui, il n'y a plus de temps pour la formation, et ça c'est vous qui l'avez dit. Il n'y a plus de temps pour la formation, il n'y a plus de temps pour la formation continue. Et donc, je pense vraiment, il y a une question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment on peut transformer aussi la formation pour qu'elle participe correctement au système de santé, comment faire en sorte que les gens puissent se former, et notamment dans le cadre de la médecine, à la pratique qu'eux, ils veulent, et qu'on ne les enferme plus, qu'on ne les rende pas captifs du système de santé pour des raisons fallacieuses qui seraient qu'ils ne sont pas prêts, alors qu'en réalité, ils sont, dans le cas des internes, bien souvent les seuls médecins à faire tourner certains services, notamment un peu désertés par les titulaires. Alors, on passe directement à la conclusion. Corinne, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette table ronde ? Moi, je vais juste parler au nom des industriels, qui est que nous souhaitons contribuer de façon positive à des projets d'intérêt collectif. Je pense, pendant la crise du Covid, par exemple, quand tout le monde était confiné, nous avons, dans mon laboratoire, aider à une formation de certains spécialistes en ville pour les téléconsultations, parce qu'on s'est quand même tous retrouvés devant des écrans et on ne fait certainement pas des interactions humaines de la même façon en face-face ou à distance, et encore plus une consultation. Et ça avait été quelque chose de très utile pour les spécialistes en question. Donc je pense que nous avons, de par notre expérience, et comme pour le management, des tas de choses que nous tirons des nouvelles technologies, du numérique, du digital, de l'IA, qui peuvent être utiles pour le système de santé et pour les professionnels de santé, et que nous proposons de déployer avec, bien sûr, les acteurs eux-mêmes. Isabelle, le dernier mot ? Enfin, le vôtre, en tout cas. 4. Il y en a 4, c'est l'excellence des formations. Tout le monde doit grandir, tout le monde a le droit de grandir. Gardons des grosses facs quand même. Il ne faut pas multiplier les facs, moi je trouve que ça serait une très mauvaise idée. L'interprofessionnalité, assumée, convaincue comme je le suis. Les sujets territoriaux, la territorialisation de l'offre de formation, et puis le rôle essentiel de la formation initiale et de la formation continue. Et Olivier l'a très bien dit. Je pense qu'il y a effectivement une petite question autour des internes, tout en sachant quand même, il y a une journée banalisée par semaine de formation en principe, mais je sais bien qu'elle n'est pas respectée. Voilà. Normalement, vous avez 1 jour sur 5 qui est dévolu à ça, et ça n'est pas respecté, ça c'est pas bien. Rémi Salomon, les mots de la fin. Formation continue, oui, notamment pour les infirmiers. Je disais perspective de carrière. On a pris énormément de retard par rapport aux pays anglo-saxons. On a les pratiques avancées, mais ça a du mal à se développer. Donc il faut qu'une infirmière, quand elle commence sa carrière, elle puisse avoir des étapes et qu'on valorise son expérience, sa formation et son... Voilà. Deuxième chose, la ville et l'hôpital, il faut vraiment casser ces cloisons. Il faut que les médecins de la ville et les médecins de l'hôpital travaillent bien ensemble. Le patient, il va de l'un à l'autre. Les médecins ne se parlent pas assez, ne se connaissent pas assez. Et dernier point, j'ai envie de dire à Olivia Fregnault qui disait tout à l'heure, on ne se projette plus. Il faut, enfin moi c'est dur à entendre, il faut que les jeunes aujourd'hui qui rentrent dans cette profession puissent se projeter, mais ça veut dire qu'il faut y réfléchir, il faut travailler, donc cette table ronde y contribue, mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà et que les jeunes, les moins jeunes, tels que moi, et ceux qui sont responsables dans les différentes instances et dans les tutelles, puissent ensemble voir comment on va former les jeunes pour demain. C'est essentiel. Il faut que les jeunes se projettent. Et pour se projeter, sans doute, le 5e mot, c'est leadership. Il faut du leadership, comme vous l'avez tous montré. Merci. 33 secondes de retard.